tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 8 des webinaires proposés par Numérique Coach. Bienvenue à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laurine, je fais partie du réseau Numérique Coach et je suis coach Google Workspace avant tout. Donc j'anime des webinaires, des formations, des sessions de coaching sur les outils de la suite Google Workspace. Et cette année, sur cette saison 8, j'avais envie de parler de productivité puisque Thierry m'a donné effectivement carte blanche. Et c'est exactement ce qu'on fait depuis septembre. Et donc l'épisode du jour, l'épisode 9, l'avant-dernier, c'est comment s'organiser, comment mieux s'organiser en ce qui concerne ces données au sein de Google Workspace. Aujourd'hui, je vous le dis, je vais aborder principalement deux outils. Bien sûr, on ne peut pas parler d'organisation sans mentionner le Drive, Google Drive. Donc, je vais vous donner des astuces pour tout simplement mieux ranger, gagner de l'espace, vous y retrouver, pas perdre de temps en ce qui concerne le contenu qu'on va venir stocker sur cette partie-là et puis qui nous est partagé aussi. Et puis, il y aura une deuxième partie sur Gmail. Je vais vous donner des petites astuces aussi quant au rangement, au classement, à la recherche, des choses qui sont importantes, essentielles à savoir, à connaître pour vraiment fluidifier après la gestion du flux de vos emails. Donc, on est totalement sur les thématiques de productivité parce que le but de ces fonctionnalités que je vais vous présenter, c'est tout simplement de vous faire gagner du temps. Le temps, c'est précieux, on en parle depuis le début de ce webinaire. Et donc, si vous avez suivi tous les débuts effectivement de cette saison et vous avez pu mettre peut-être à profit certaines de ces astuces, fonctionnalités qui, mis bout à bout, vous font gagner du temps, de l'énergie pour pouvoir vous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes et prioritaires. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous voulez réagir, ça se passe dans le chat de cette plateforme, n'hésitez pas à nous écrire. On a toujours en vue le chat et on n'hésitera pas, quand possible, bien sûr, à vous répondre. Donc, je vous emmène avec moi, comme je vous le disais, dans l'univers de Drive. On va aborder des thématiques qui sont vraiment transversales, qui touchent plusieurs outils. Allez, c'est parti, du coup, sans plus attendre, pour aller toujours plus gagner du temps. On va commencer avec l'aspect Drive ici. Que vous ayez de toute façon une licence gratuite, un compte d'entreprise, business, éducation, etc. Peu importe la licence finalement, vous avez tous accès au Drive. C'est l'outil essentiel pour pouvoir stocker du contenu en ligne. Je pense que cet outil n'est plus à présenter. Il est très avantageux parce que ça nous permet de retrouver tous nos fichiers, peu importe où on se trouve, peu importe l'appareil qu'on utilise. Tant qu'on a une connexion Internet, et même parfois pas, finalement, on peut retrouver le contenu de ce Drive. Et donc, ce que je veux aborder avec vous, c'est cette notion d'organisation. Dans le Drive, autant que sur Gmail, on reçoit énormément d'informations. On a beaucoup de contenu, on ne sait plus trop finalement comment les retrouver. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des petites astuces à mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pour plus facilement vous y repérer, retrouver, vous organiser. Donc la première astuce ici, que finalement peu de gens savent mettre en place, c'est la création de dossiers, mais plus particulièrement l'acquisition de couleurs sur ces dossiers-là. Donc là, c'est vraiment une petite introduction au sujet. N'oubliez pas, surtout, je vois encore beaucoup trop de personnes qui ont énormément de fichiers pas classés finalement dans leur Drive. N'oubliez pas que vous pouvez stocker et donc vous organiser dans votre Drive. Et ça passe par des dossiers. Petit rappel et récapitulatif, surtout pour les comptes pro, parce que les drives partagés ne sont pas dispo ici sur les licences gratuites. Vous avez deux espaces. Vous avez mon Drive, Drive partagé. Ces deux espaces sont des espaces de stockage. Donc, ça veut dire qu'on peut ranger du contenu, ce qui n'est pas le cas pour le reste des espaces du Drive. Attention. Et donc, comme vous pouvez ranger du contenu, vous pouvez créer des dossiers. On va sur le bouton nouveau, on crée un nouveau dossier et on va pouvoir ensuite le renommer. Et bien sûr, on peut créer des sous-dossiers, c'est-à-dire que dans l'arborescence, rien ne vous empêche d'avoir des sous-dossiers à l'intérieur de chaque dossier que vous avez créé. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à déplacer vos dossiers à l'intérieur d'autres dossiers pour vous créer une arborescence à plusieurs niveaux. Et donc là où je veux en venir, c'est que ces dossiers-là, vous pouvez aussi leur attribuer des couleurs. En faisant un petit clic droit sur le dossier concerné, vous allez avoir la possibilité d'en modifier la couleur. Et ça peut paraître assez innocent comme ça, parce que c'est vrai que d'un côté, en termes de personnalisation, c'est assez sympathique, on met un petit peu de couleur, mais surtout, ça peut être aussi pratique, surtout pour des personnes qui sont très visuelles. On a tendance à associer des codes couleurs facilement à des équipes, à des sujets, des missions, des projets, et j'en passe. Si je vous dis tout bêtement forêt, vous pensez à la couleur verte.
on fait des associations, c'est normal. Et donc, on peut se servir, pourquoi pas, de cette petite stratégie pour appliquer des couleurs à certaines thématiques. Et ça permet déjà visuellement de poser l'œil directement sur ce qui vous intéresse et d'aller droit au but. Et donc, en allant un peu plus loin, ce qui est encore plus intéressant, c'est la notion de nommage. Là, je vais vous donner une chouette astuce qu'on utilise chez Numéricoach. Donc, vous allez voir un petit peu l'envers du décor ici. Astuce qui nous permet au quotidien de plus facilement retrouver les fichiers, tout le contenu. On gagne un temps fou. Et donc, il n'y a plus d'excuses vraiment pour effectivement ne pas retrouver certains fichiers, certains dossiers. Donc déjà, si je reprends le basique de la notion de nommage qui vaut pour Drive, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire sur le bureau de vos propres appareils, peu importe la plateforme que vous utilisez ou l'appareil, c'est cette notion de priorité. De base, tout ce que vous créez, c'est rangé par ordre alphabétique. On le sait déjà, de A à Z. Il faut savoir qu'il y a une notion de priorité. C'est-à-dire que si à la place d'avoir une lettre devant le titre de mon dossier ou de mon fichier, je mets un numéro, un chiffre, par exemple 1, eh bien, c'est ce chiffre-là qui va prendre la priorité. Les chiffres ont toujours la priorité sur les lettres. Première chose à savoir. Et encore mieux, deuxième chose à savoir, finalement, ce qui a le top priorité, ce sont les caractères spéciaux. On le voit ici, j'ai des dossiers qui sont en haut, alors que le 1 administratif est en dessous. Effectivement, en utilisant des caractères spéciaux, il y a encore plus de priorité. Donc, il y a 3 niveaux. Le texte, au-dessus, on va avoir les chiffres, et au-dessus, on va avoir les caractères spéciaux. Ça peut être une manière, si vous le souhaitez, de vous organiser, de faire remonter les dossiers ou les fichiers que vous souhaitez en haut de la liste, tout simplement. Et ça, on va pouvoir justement s'en servir. Donc, premier basique, finalement, à maîtriser en termes de nommage. Donc ça, c'est pas forcément la chose qu'on utilise en priorité chez Numéricoach. Là où je parlais tout à l'heure de l'envers du décor, la petite astuce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des trigrammes. Je vous mets le concept dans le chat. Les trigrammes sont des mots, en fait, de 3 lettres. Et c'est exactement ce qu'on utilise chez Numéricoach. Je vais vous montrer un exemple. On a ce qu'on appelle un plan de convention de règles de nommage qui a été préparé par les soins de l'équipe. Effectivement, Mathilde confirme que c'est super pratique. Je vais vous faire un petit zoom quand même pour que vous puissiez voir quelque chose. Et concrètement, on a 3 types de trigrammes. 3 types de trigrammes. Le premier trigramme, ça va être finalement l'entreprise concernée. Alors ici, on peut l'imaginer à d'autres échelles, bien sûr. Si vous avez, admettons, plusieurs filiales au sein d'une entreprise ou plusieurs groupes au sein d'une association, de la licence éducation, peu importe. L'idée ici, c'est qu'on va retranscrire ces groupes-là. Chez Numéricoach, ça pourrait être Numéricube. On pourrait avoir aussi tout ce qui concerne Numéri-News, notre newsletter, ou Numéricast, par exemple, pour les podcasts qu'on propose. Le deuxième trigramme, ça va être les compétences concernées. Donc, c'est très bien, on parle ici de Numéricoach, ok, mais à l'intérieur de Numéricoach, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du pôle international? Est-ce qu'il s'agit de marketing? Est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas moi, de fournisseurs? On va réfléchir à la compétence concernée. Et troisième et dernier trigramme, finalement, ça va être le type de document. Donc, on sait que ça fait partie du service, je dis n'importe quoi, marketing de Numéricoach, et il s'agit en plus de ça d'une fiche de poste. Génial. Avec 3 trigrammes, je sais exactement de quoi il s'agit. Donc, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on pourrait mettre en place, du coup, sur les fichiers, sur les dossiers, ça vaut pour les deux. Je vais prendre un document sans titre, peu importe lequel, et je vais le renommer, justement. J'aimerais, je vais dire n'importe quoi, que ce soit... il s'agit ici du planning du service juridique de telle entreprise. Bon, je prends l'exemple de Numéricoach. Donc, on va commencer avec le premier trigramme. Là, on triche un petit peu, il n'y a pas 3 lettres, je vous l'avoue, mais l'idée, effectivement, c'est qu'on en ait 3. Ensuite, le service concerné, c'est le service juridique, JUR. Et on continue, il s'agit d'un planning, donc PLG. C'est à vous, après, bien sûr, de trouver vos propres trigrammes. C'est à vous de les inventer selon les services, selon le type de document que vous manipulez. Et surtout, rien ne vous empêche d'aller plus loin. On a des trigrammes, c'est très bien, mais ce n'est pas assez spécifique parfois, et c'est normal. Là, il s'agit du planning du service juridique chez Numéricoach. Pour vous donner un exemple qui n'existe pas ici, mais on peut être plus précis. Il s'agit du planning d'octobre 2022. Vous voyez ? 2022. Donc là, j'ai un nommage absolument parfait qui va me permettre
en 2 secondes de savoir de quoi il s'agit. C'est le planning d'octobre 2022 du service juridique de Numéricoach. Et je peux vous assurer, si vous arrivez ça à mettre en place, que ce soit dans votre propre groupe, en équipe, au sein d'une entreprise sur une plus grande échelle, peu importe, ça sauve du temps, ça fait gagner du temps à absolument tout le monde. Et au niveau de la recherche, c'est de l'or, vraiment, parce que maintenant, si moi, je veux retrouver, admettons, tous les plannings, eh bien, je n'ai qu'à taper PLG. Il va me ressortir tous les plannings. Si je tape JUR, Google Drive va me ressortir tous les résultats en lien avec le service juridique. Donc, c'est beaucoup plus pratique, effectivement, au niveau de la recherche. Vous voyez? Donc, c'est une astuce comme tant d'autres. Hein. Je vois que dans le chat, effectivement, ça s'active. Vous avez peut-être des bonnes aussi pratiques à partager, n'hésitez pas. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va convenir non plus à tout le monde, à toutes vos habitudes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de manières, finalement, de nommer ses propres fichiers. Moi, je ne peux parler que de ce qu'on pratique, en tout cas chez Numéricoach, et je pensais que c'était effectivement une bonne astuce à vous partager, surtout si vous ne savez pas où commencer. Ça paraît être une bonne habitude à prendre. Voilà pour la notion de règle de nommage. À vous après de jouer, comme je vous le disais, pourquoi pas, pour vous constituer votre propre convention avec vos propres trigrammes à discuter, pourquoi pas, en équipe. Donc c'est chouette, maintenant, on crée du contenu, on sait à quoi s'en tenir quand il s'agit effectivement de le ranger avec des dossiers, leur donner des couleurs, utiliser les notions de nommage. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin lorsqu'il s'agit de s'organiser. Et là, je vais faire un point particulier avec un espace que tout le monde a, peu importe la licence, encore une fois, que vous avez, c'est l'espace partagé avec moi qui donne énormément de fil à retordre à la plupart des utilisateurs. Pourquoi? Simplement parce que c'est un espace que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas pouvoir contrôler les choses. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui désarme beaucoup les utilisateurs parce qu'on se sent impuissant, alors qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Et surtout, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Il faut plutôt se concentrer sur les choses à faire plutôt que ce manque de contrôle qui est flagrant ici dans l'espace partagé avec moi. Effectivement, c'est un espace, si je dois reprendre un petit peu la base de cet espace, c'est un espace où on vous partage du contenu. Ce sont d'autres personnes qui vous envoient des invitations, qui vous partagent du contenu à vous. Ça peut être des dossiers, ça peut être des fichiers, et surtout, ça peut être du contenu qui vient du drive personnel de quelqu'un, tout comme ça peut venir d'un espace de drive partagé dans lequel vous n'êtes pas membre. Donc ça pourrait très bien être ici Mathilde qui a décidé de me partager un fichier qui est dans son drive à elle, dans son drive personnel et privé. Et comme moi, je n'ai pas accès à son drive à elle, c'est privé, c'est personnel, bah, le seul endroit dans lequel je peux retrouver ce fichier, c'est ici. Elle a décidé de me le partager. Et d'ailleurs, visuellement, vous pouvez vous en rendre compte. Ici, vous voyez cette icône-là, les 2 petites silhouettes? Ça veut dire que c'est partagé précisément eh bien, du compte personnel, du drive personnel, hein, l'espace mon drive de la personne. Et donc, le deuxième type de fichier qu'on retrouve, ça va être des fichiers qui viennent de drive partagé dans lesquels vous n'êtes pas membre. J'insiste dessus. Vous n'êtes pas membre du drive partagé. Donc là, c'est pour les licences spécifiques hein, qui ont des drives partagés. Toutes les licences n'en ont pas. Eh bien, vous n'êtes pas membre, mais on a décidé quand même de vous partager un fichier, un dossier qui en fait partie. Parce que vous êtes concerné. Donc, on va retrouver tout ça ici. Et le problème, c'est que vous ne contrôlez pas ce que les gens vous partagent. Ce n'est pas vous qui le décidez. Ce sont les propriétaires qui vous partagent des choses. Donc, effectivement, Marc nous dit vive les raccourcis, on va en discuter. C'est un petit peu l'idée. Alors, il y a toujours des bonnes pratiques. Le but, effectivement, c'est de les voir aujourd'hui. Donc, on ne contrôle rien. Ça va s'ajouter au fur et à mesure les fichiers, les dossiers les uns au-dessus des autres. Il ne faut pas se battre avec, c'est normal. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Et je suis là pour vous montrer un petit peu quelles sont les bonnes pratiques. Donc, la première question à se poser, finalement, quand on reçoit un fichier comme ça, c'est est-ce que ce fichier, finalement, il m'intéresse? Est-ce que je vais perdre du temps à le sauvegarder d'une certaine manière? Parce que je suis concernée. Si ce n'est pas le cas, je laisse tomber. Si la réponse est non, laissez le fichier, laissez le dossier où il est. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour, vous en aurez besoin. Si par contre, ça vous intéresse, il va falloir agir. Il va falloir le sauvegarder quelque part. Parce que le souci, c'est qu'au fur et à mesure du temps, un fichier qui vous a été partagé il y a 1 mois, bah, il sera tout en bas de la liste. Hein. Vous allez le perdre de vue parce que ça s'ajoute chronologiquement.
Donc, quelles sont les 3 actions qu'on va pouvoir effectuer pour s'assurer de retrouver les fichiers, les dossiers qui nous intéressent? Je vous propose 3 méthodes ici, 3 astuces. La première, effectivement, ce que disait Marc tout à l'heure, ça va être d'ajouter le fichier ou le dossier concerné aux favoris. Les favoris sont illustrés ici d'une petite étoile. Vous voyez? Si je clique sur ajouter aux favoris, donc j'ai fait un clic droit au préalable sur le document, eh bien, il va être arboré d'une petite étoile et ça, tout simplement, fait écho à l'espace à gauche que vous avez de l'espace suivi. À ne pas confondre avec les favoris sur le navigateur Chrome, c'est complètement différent. C'est le même concept, mais l'idée ici, c'est que ça se trouve dans un espace différent. On a des favoris spécifiques pour le Drive. Vous allez les retrouver ici. Donc, si je clique sur favoris, je devrais pouvoir retrouver effectivement ce fichier. Et attention à ne pas tomber dans de mauvaises habitudes. Je vois encore trop d'utilisateurs, de personnes que je forme au quotidien, qui ont des dizaines et des dizaines et des dizaines de fichiers dans cet espace. Ça ne sert à rien parce que finalement, vous retombez dans les mauvais, dans les tranchants finalement de partager avec moi une liste qui n'en finit plus non plus, qui n'est pas forcément rangée d'une certaine manière. C'est compliqué de retrouver du contenu. Donc les suivis, si vous voulez mon opinion, il faut les limiter. Les favoris, il faut les limiter. Moi, j'ai une astuce très simple, je les limite à la taille de mon écran. Donc, je peux aller jusqu'en bas, parce que visuellement, du coup, je les aurai tous devant les yeux. Par contre, à partir du moment où je dois descendre avec l'ascenseur, ça ne va pas. Pour moi, j'en ai trop. Donc ça, c'est un premier indice de ce qu'on peut mettre en place. Deuxième astuce aussi que je vous conseille, c'est posez-vous la question du type de fichier que vous allez mettre en favori. Est-ce que vous voulez plutôt des fichiers que vous consultez régulièrement? Donc, il y a une fréquence ici, une notion de régularité. C'est un fichier que je consulte tous les jours. C'est un fichier que je consulte toutes les semaines. Je sais que j'y reviens régulièrement. C'est un fichier que je suis finalement, d'où le nom suivi ici de l'espace. Donc, je le mets dedans. Et donc, ça ne concerne pas tous les fichiers que je stocke sur le Drive. Pas du tout. Une poignée. On essaie de se limiter à une petite dizaine pour éviter justement de s'y perdre. C'est un conseil. Après, chacun s'organise comme il le souhaite. Vous pouvez mettre un certain type de fichier dans les suivis. Et attention, j'insiste, ce que je vous montre à l'écran à l'instant, qu'on soit bien d'accord, ça fonctionne depuis l'espace partagé avec moi, mais ce sont des choses que vous pouvez mettre en place avec des fichiers qui sont dans votre Drive à vous, dans des drives partagés. Là, il n'y a pas de limite. N'importe quel fichier peut être mis techniquement dans les suivis. Ou n'importe quel type de dossier également. La seule subtilité, c'est que comme pas mal des espaces ici, ce n'est pas un espace de stockage. Donc, vous ne pouvez pas créer des dossiers si c'est votre question. Vous ne pouvez pas. On peut mettre en favori des dossiers existants, mais on ne peut pas créer d'arborescence ici de rangement. D'où l'intérêt de n'en mettre que très peu. D'accord? Alors, Jav dans le chat nous dit, j'ai mis un dièse dans un de mes dossiers, pourquoi il ne remonte pas en première position? Alors, si vous attendez à ce qu'il remonte en première position dans les suivis, ce n'est pas forcément le cas, c'est normal, parce que les suivis, parfois, ne sont pas forcément rangés d'une certaine manière. Là, ils le sont par ordre alphabétique, mais même pas, regardez, même pas, parce que j'ai un N ici au beau milieu de S. Donc, si c'est dans l'espace suivi, c'est normal, d'accord? Si par contre, c'est dans un espace de stockage, comme mon Drive ou Drive partagé, il faut peut-être rafraîchir. Ou alors, il y a un espace en trop. Il y a des histoires d'espace aussi invisibles. Essayez de voir ça. Mais effectivement, il doit y avoir un petit couac. Soit c'est un petit bug, il faudra attendre que ça se mette à jour, mais l'idée, c'est que ça fonctionne normalement. Effectivement, donc les suivis fonctionnent comme les favoris. Deuxième astuce, regardez bien. Quand je fais un clic droit toujours sur le fichier, je peux donc le mettre en favori, pas de souci. Et en plus de ça, ou alors, plutôt que les favoris, je vais pouvoir ajouter ce fichier en raccourci. Et là, c'est vraiment une opportunité excellente parce que le raccourci, finalement, c'est quoi? C'est en fait un espèce d'accès à un fichier qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est juste excellent. Je vous avais dit que les fichiers dans les espaces partagés avec moi, c'est des fichiers qui ne vous appartiennent pas. Ils viennent des drives personnels d'autres personnes. Ça vient des drives partagés dans lesquels vous n'êtes pas membre. Donc, c'est des fichiers pour lesquels vous n'êtes pas propriétaire. Ce n'est pas vous le créateur, ce n'est pas vous le propriétaire, vous ne le contrôlez pas. Et pourtant, grâce au raccourci, vous allez pouvoir ranger le raccourci de ce fichier absolument où vous voulez. Donc, c'est juste génial parce qu'un fichier finalement qui ne nous appartient pas, on peut en créer un raccourci qu'on va pouvoir ranger où on veut.
dans son drive à soi, dans un dossier spécifique, dans un drive partagé. Vous en faites ce que vous voulez. Le raccourci, finalement, il vous appartient. Donc, on casse la limite de « je ne suis pas propriétaire, donc je ne gère pas son emplacement ». Ce n'est plus le cas grâce au raccourci. Bien sûr, c'est qu'un raccourci. Donc, le raccourci en soi, vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de souci, ça ne supprimera pas l'original. Et surtout, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le ranger où vous voulez. Donc, les raccourcis peuvent être utilisés en même temps que les favoris ou différemment, bien sûr, l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et troisième astuce, on va terminer là-dessus, je vais vous parler des espaces de travail. Là aussi, l'espace de travail, je vous le dis, ce n'est pas forcément quelque chose qui est disponible pour toutes les licences, mais il en faut pour tous les goûts, bien sûr. L'espace de travail, c'est un espace qui est vraiment sous-coté pour le coup. L'espace de travail, c'est quoi? Il faut se rendre d'ailleurs ici, dans le menu prioritaire de votre Drive, pour celles et ceux qui l'ont, et vous avez la possibilité de vous créer des espaces de travail. Un espace de travail, on aurait tendance à croire que c'est comme un dossier, sauf que ça fonctionne un petit peu différemment. Les espaces de travail, à l'intérieur de cela, vous pouvez rassembler, et je dis bien rassembler, pas stocker, un maximum de 25 fichiers ici. Pourquoi je ne dis pas stocker? Parce que finalement, l'espace de travail n'est pas un espace de stockage. C'est un espace dans lequel vous allez aller chercher, donc regrouper, rassembler des fichiers qui viennent de n'importe où, et que des fichiers, pas de dossiers. Donc des fichiers qui viennent de votre drive à vous, des fichiers qui viennent de drive partagé, des fichiers qui viennent de l'espace partagé avec moi, des fichiers qui sont dans vos suivis. En fait, n'importe quel espace que vous pouvez imaginer dans votre drive. On va aller prendre ces fichiers, et c'est comme si finalement, on allait créer des raccourcis de ces fichiers et qu'on allait les regrouper, les rassembler dans un espace de travail. Et un espace de travail, c'est à vous d'en déterminer l'objectif. Un espace de travail, ça peut être pour un projet. Je travaille sur le fameux projet Omelette que je vous rabâche depuis le début de cette saison de webinaire. Je peux me créer un espace de travail projet Omelette, tout simplement. Et à l'intérieur de cet espace de travail, je vais aller chercher des fichiers qui se trouvent, comme je vous le disais, dans mon drive, dans les drives partagés. Finalement, ce sont des fichiers qui ont un point commun, le fameux projet Omelette. Donc, ça peut être mis en place pour des projets, mais aussi pour des équipes, des groupes spécifiques, des missions. À vous de voir un petit peu quel type d'espace de travail vous créez. Donc, je vais pouvoir aller chercher n'importe quel fichier à n'importe quel endroit. Ça ne veut pas dire que je m'approprie pour autant la propriété de ce fichier, pas du tout. Ça fonctionne finalement comme un espèce de raccourci. Je vais pouvoir ici les rassembler et donc y accéder facilement. Et je sais que ces fichiers sont en lien avec la même thématique. Ici, mon projet Omelette. Donc, deuxième avantage, ici, à contrario d'un dossier qu'on se créerait dans le Drive ou dans le Drive partagé, c'est que ce fameux espace de travail, à tout moment, je peux le masquer et je peux le supprimer. Ça ne supprimera pas les fichiers, puisque les fichiers, de toute façon, vous ne les stockez pas ici. Ils sont toujours disponibles à leur emplacement d'origine. Donc, c'est un espace temporaire. Très pratique, donc, pour rassembler des fichiers d'une même thématique. Les prochaines semaines, vous savez que vous allez bosser sur telle ou telle tâche, pourquoi pas vous créer un espace de travail. Et vous savez quoi? L'astuce supplémentaire, c'est que l'espace de travail dans les paramètres de Drive, vous pouvez tout simplement le définir comme page d'accueil par défaut. Ça veut dire que quand vous allez lancer le Drive, ce seront vos espaces de travail qui apparaîtront en page d'accueil. Donc, très rapide pour retrouver les fichiers sur lesquels vous travaillez. Donc, très peu utilisé et pourtant tellement pratique. Ça vous fait gagner un temps fou. Vous allez pouvoir rassembler des fichiers sur une même thématique. Laurence me demande, est-ce qu'on peut partager un espace de travail? Non, ça n'est pas le cas. On n'en est pas encore là. L'espace de travail, vous faites bien de poser la question, c'est personnel, c'est privé, personne n'y a accès, vous ne pouvez pas le partager. Ça semble quand même être une bonne suggestion à faire à Google. Ce serait chouette de pouvoir avoir des espaces de travail communs, mais au final, les espaces de travail communs, on en a déjà. Ce sont les drives partagés. C'est des espaces dans lesquels on a des membres et on se partage communément des fichiers, des dossiers. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais à une échelle différente. Voilà pour la partie justement organisation et surtout sauvegarde des fichiers que vous recevez de cette fameuse liste partagée avec moi que vous ne contrôlez pas.
c'est très important d'agir dessus. Je crois que Jave dans le chat a trouvé réponse à son petit problème. Vous avez bien fait de chercher. Au top alors. Parfait. Et quant à nous, je vous propose d'enchaîner sur la dernière astuce de Drive avant de passer à Gmail. C'est la barre de recherche, bien sûr. La barre de recherche, ça peut sembler quelque chose d'anodin et pourtant, elle s'utilise de façon assez précise. Il y a en fait 3 niveaux de recherche possibles sur la barre de recherche de Drive, mais également de Gmail. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Premier niveau de recherche qu'on a déjà tous fait utiliser dans notre vie, que ce soit pour faire une recherche Internet ou sur le Drive, c'est à base de mots-clés, tout simplement. Quand vous mettez des mots-clés, je vais taper le mot-clé exercice, vous appuyez sur la touche entrée, effectivement, ça vous sort tous les résultats, donc des fichiers qui contiennent le mot exercice dans le titre, mais pas que. Regardez ici. Ce document n'a pas le mot-clé exercice dans le titre. Est-ce que vous savez pourquoi ? N'hésitez pas à essayer de deviner dans le chat pourquoi ce fichier apparaît dans les résultats alors qu'il n'a pas le mot exercice dans le titre. Voilà Isabelle, bien vu. Jennifer, Florian, c'est pareil, hein, vous avez effectivement la bonne réponse. Le mot exercice se trouve à l'intérieur du document, dans le corps du document, nous dit Jennifer. Donc ça va très loin déjà, on comprend un petit peu le potentiel, hein, ça va pas seulement de façon superficielle sur le titre, mais bien à l'intérieur du document. Et pourquoi c'est important ? Parce que si un jour, vous ne vous souvenez plus du titre du document, vous savez quand même de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport ? Est-ce qu'il s'agit d'une présentation sur les résultats de qualité ? Peu importe, on va trouver des mots-clés. Premier niveau de recherche. Deuxième niveau, ce sont des critères de recherche avancés. Alors, les critères de recherche, c'est simple. Vous y avez accès ici au niveau des petits libellés, des petits menus déroulants. Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les options. Mais même sans avoir fait une recherche au préalable, vous pouvez cliquer ici sur les options de recherche, cette petite icône sur effectivement l'application web de Drive qui vous permet d'aller chercher des critères avant de faire votre recherche et donc d'affiner les résultats lorsque vous allez faire une recherche. Et on part sur le troisième type de recherche. Ici, c'est à l'aide d'opérateurs de recherche. On utilise des opérateurs en anglais, malheureusement pour le coup, pas le choix ici, des opérateurs de recherche. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très simples à utiliser et ça vous permet d'affiner encore plus vos recherches et pourquoi pas d'ajouter plusieurs critères à la fois. Mais on va encore un petit peu plus loin. Je vais vous montrer quelques petits opérateurs de recherche très simples. Type, par exemple, de petits points. Vous allez pouvoir définir quel type de document vous recherchez. Type, je vais mettre PDF. Donc là, il va me sortir tous les PDF. Mais pas que. Je veux aussi que ça ressorte des PDF, mais dont Thierry Vanoff est le propriétaire. Donc, je rajoute un opérateur. Owner, donc propriétaire en anglais, de petits points. Et là, je vais pouvoir entrer l'adresse Internet de Thierry. L'adresse email, pardon. Vous voyez ? Et on peut aller encore plus loin avec des opérateurs, avec un concept de durée, pourquoi pas, sur une période spécifique de temps, voire d'autres types d'opérateurs qui permettent d'aller encore plus loin que les critères de recherche. Voilà pour la barre de recherche qui, mine de rien, est assez complète et permet d'affiner beaucoup plus les résultats de recherche que vous avez sur 3 niveaux. Effectivement, Marc, vous faites bien de le mentionner. Alors, ce n'est pas le sujet forcément d'aujourd'hui, mais vous avez également à disposition le Cloud Search qui permet aussi d'aller chercher du contenu, notamment du Drive. C'est tout à fait performant. Effectivement, vous faites très bien de le rappeler. N'hésitez pas à aller plus loin sur le sujet si Cloud Search, ce n'est pas quelque chose qui est familier pour la plupart, mais ça fait partie de l'environnement aussi, donc c'est bon à rappeler. Moi, je vais passer maintenant à la partie Gmail. Drive et Gmail, je vous le rappelle, c'est vraiment les piliers, j'ai envie de dire, de la suite Google Workspace en termes de contenu, en termes d'organisation. Et donc, Gmail aussi, il faut savoir dompter un petit peu sa messagerie et ça va nous permettre d'optimiser la gestion de ses mails et surtout la recherche après, le fait de retrouver le contenu si nécessaire. Donc, sur Gmail, moi, il y a quelques petits points que j'aimerais mentionner avant qu'on termine aujourd'hui. C'est déjà les libellés. Effectivement, si vous êtes déjà habitué à d'autres types de messagerie comme Outlook, pour en citer,
Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Hotmail, par exemple, à d'autres types de domaines. On utilise ce qu'on appelle des dossiers, en général. On peut classer ces mails avec des dossiers. On va ranger les mails à l'intérieur des dossiers pour pouvoir les retrouver plus tard. Eh bien, chez Gmail, ça fonctionne différemment, en tout cas si vous le souhaitez. Le concept ici, c'est qu'on déjà on change de vocabulaire, on va appeler ça des libellés. Et ça, c'est pas anodin. On n'appelle pas ça des dossiers, on appelle ça des libellés. Et concrètement, ici, il y a deux écoles. Il y a l'école traditionnelle, et puis il y a la nouvelle école, l'école Gmail, qui permet un petit peu de changer d'état d'esprit finalement, et on va voir qu'il y a plusieurs avantages à cette façon de faire. Donc l'école traditionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement donc de se créer des libellés. Vous avez le bouton plus qui permet de créer des dossiers, voire des sous-dossiers. Ça reste assez simple. Et il s'agit tout simplement d'aller ranger vos emails à l'intérieur de vos libellés. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend un ou plusieurs emails. En haut de l'écran, on a cette petite icône déplacer vers qui permet de choisir un libellé, donc un dossier finalement dans lequel le déplacer. Soit, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc avec la souris, je vais faire glisser les emails choisis dans le dossier concerné. Ça, c'est vraiment la façon traditionnelle de procéder. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir les choses avec un nouvel œil, de changer d'état d'esprit. Et si finalement, on arrêtait de ranger les emails dans des dossiers et au contraire, on utilisait les libellés pour étiqueter nos emails. C'est-à-dire que plutôt que d'amener le mail vers le libellé, donc on l'utilise finalement comme un dossier, je vais amener le libellé vers le mail. Je vous donne un exemple, je prends le libellé affaires et je vais étiqueter mon mail avec ce libellé. On s'imagine avec un petit pistolet à étiquette, c'est la même chose. Vous voyez, je prends un libellé et j'étiquette mon email. L'avantage, c'est quoi? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que vous pouvez étiqueter plusieurs fois avec des libellés différents un même mail. Vous voyez? De base, moi, si je dois déplacer un mail dans un dossier, le problème, c'est que mon mail, il est cantonné à ce dossier. Je n'ai pas le choix que de le retrouver à l'intérieur du dossier concerné. Alors que si je fais l'inverse, ici, j'ai un mail avec 3 libellés, je m'assure que je retrouverai ce mail dans les 3 libellés. Il est pertinemment dans ces 3 libellés. Vous voyez? Premier avantage à utiliser les libellés. Super, on a Isabelle et Jean-Michel qui effectivement ne savaient pas que ça pouvait et que ça fonctionnait comme ça de base, que c'était un petit peu la vocation de ces libellés. Donc ravi que vous l'ayez appris aujourd'hui. Je pense que ça va changer pas mal de choses dans vos habitudes. Donc ça, c'est le premier avantage. On peut retrouver à plusieurs endroits même mail. Deuxième avantage, ici, par contre, attention, ça change la procédure. Je reprends, si jamais je prends un mail et je le fais glisser donc dans un dossier, le mail disparaît de la boîte de réception. Ça, c'est clair et net. Il est maintenant dans votre dossier. A contrario, quand je vais mettre des étiquettes, donc des libellés sur mon mail, alors c'est un problème sans en être un, ça rajoute une étape supplémentaire, c'est tout, votre mail, il reste quand même dans la boîte de réception. Et le but, c'est de désencombrer la boîte de réception. Donc attention, quand on prend, admettons ici 2 mails et qu'on les étiquette, il ne faut pas oublier de les archiver. Ça, c'est vraiment l'étape importante. On archive, on fait disparaître ce mail de la boîte de réception. On archive. Votre mail, il sera toujours dans les libellés que vous lui avez assignés, mais comme il est archivé, sachez que vous allez aussi le retrouver dans l'espace tous les messages. Ça, c'est l'équivalent d'une archive. C'est là où vous retrouvez tous les messages archivés. Tous les messages. Donc, il est là, mais il est aussi dans les libellés que vous lui avez donnés. Et ça, c'est important, c'est le deuxième avantage. Pourquoi? Pour la raison suivante. Si, encore une fois, je procède de façon traditionnelle, je mets le mail dans ce dossier. Le problème, c'est que si un jour je supprime mon dossier, en tout cas le libellé, je supprime tous les mails qui sont à l'intérieur, parce qu'ils n'existent qu'à l'intérieur de ce libellé. Alors que si j'avais procédé différemment, j'avais plutôt appliqué des libellés, et j'avais ensuite archivé mes mails. Le jour où je supprime le libellé, c'est pas grave, mes mails seront toujours intacts, puisqu'ils sont de toute façon dans l'espace d'archives appelé tous les messages. Et alors non, ça ne prend pas moins de place, Jean-Michel. Il faut savoir que même si techniquement votre mail, vous le retrouvez à plusieurs endroits, son emplacement de base, c'est dans tous les messages. Ça ne prend pas plus de place, ça je vous le confirme. Il n'y a aucune différence en termes de stockage.
Donc, il n'y a que des avantages, vous voyez, que des avantages. Réfléchissez-y, ça peut être une bonne chose à mettre en place. Ça permet de fluidifier finalement le classement de votre contenu. Vous êtes plus limité à un seul dossier. Et c'est ça, la vocation d'origine des libellés, non pas l'inverse. Ok ? Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui fonctionnent que par libellé. Bon, super. Donc, c'est important, du coup, de bien comprendre sa vocation de base. Après, libre à vous de continuer à utiliser la façon traditionnelle, mais je vous l'ai dit, ça vient avec des inconvénients. Donc, à réfléchir selon vos habitudes et surtout vos besoins. Et bien vu, Stéphane. Troisième chose plutôt. Donc là, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais quand on utilise des filtres, donc des automatisations pour ranger automatiquement les fichiers effectivement dans des libellés, les libellés, on peut les utiliser dans ces filtres-là. Je peux très bien dire qu'automatiquement, tous les mails qui viennent de Thierry, je vais les ranger dans le libellé test. Je vais lui appliquer le libellé à suivant. Vous voyez ? Donc, on ne prend pas ça comme des dossiers, finalement, on prend ça vraiment comme des étiquettes. C'est très important. Donc, la fonction, le filtre, effectivement, est importante à creuser aussi. Et on va terminer pour ces 2 petites minutes avec la recherche sur Gmail. Un petit point rapidement, parce que sur Drive, finalement, ça fonctionne de la même manière. N'oubliez pas qu'il y a 3 niveaux de recherche sur Gmail. On a les mots-clés de base, mais ce qui est assez fort, au final, au niveau des mots-clés, ici, c'est que les mots-clés, en fait, Gmail, il va aller les chercher dans l'objet de votre mail, à l'intérieur de l'email, donc dans le message, le corps de votre mail. Ça va chercher aussi dans les titres de vos pièces jointes et à l'intérieur des pièces jointes. Donc, si je fais une recherche et je tape Brésil dans la barre de recherche, il peut très bien vous ressortir un mail avec un PDF dans lequel est écrit Brésil à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin que essayer de vous souvenir le titre de votre email. Il y a un deuxième niveau de recherche, on l'a vu avec les critères de recherche. Donc ça, c'est très semblable à Drive. Et donc, troisième niveau de recherche, toujours les opérateurs. Donc les opérateurs, je vous le rappelle, par exemple, ici, si on veut que ça vienne de quelqu'un de particulier, donc from, en anglais de, et on va pouvoir mettre Thierry, par exemple. On met l'adresse mail de la personne. Donc, je veux sortir tous les mails qui viennent de Thierry. Et à l'intérieur aussi, il faut qu'il y ait, je ne sais pas moi, une pièce jointe. Donc, on va pouvoir taper, alors je ne sais plus lequel c'est exactement, mais je crois que c'est contain, quelque chose comme ça, une pièce jointe ou with attachment, quelque chose comme ça. Donc, il y a des petits opérateurs de recherche bien sympathiques. Alors, vous pouvez trouver rapidement les opérateurs de recherche sur Internet. Vous tapez opérateur de recherche Google et vous allez pouvoir sortir la fiche d'aide qui va pouvoir vous aider à les retrouver. Merci Patrick, c'était ça. C'était has, le petit point, attachment. Bien vu. Pour les pièces jointes. Voilà pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous n'avez plus d'excuses maintenant pour vous organiser correctement, que ce soit sur le Drive, mais également sur Gmail, avec ces petites astuces qui permettent d'améliorer quand même votre quotidien, de fluidifier la gestion de ce contenu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous retrouve dès jeudi, effectivement, pour le dernier épisode. Merci à tous, et passez une excellente semaine.